Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 octobre 2022. Alors, je vais vous parler d'un auteur que j'ai lu tout le long de l'été, tout du long de l'été, en alternant avec d'autres lectures, mais je n'arrive pas à... Comment je pourrais vous dire ça, donc? Je n'arrive pas à ne pas y retourner. Bon. Et ce sont des livres que je qualifierais de littérature pure. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Les références littéraires y sont innombrables. Elles sont parfois cryptées. Ce sont des allusions. Ce sont des mots-clés, des mots sésames, une manière de... En fait, ce sont des livres d'écrivains. Voilà. Ce sont des livres d'écrivains qui s'adressent à j'aurais envie de dire, des lecteurs écrivains. Mais n'est-ce pas le cas de tous les véritables lecteurs? Au fond, ce sont des auteurs également. Parce que le travail de lecture, le véritable travail de lecture, c'est celui de recréer, de reconstruire, de réimaginer à nouveau. La capacité de se glisser dans les pensées de son auteur. Et à force de triturer, à force de laisser macérer les mots de certains auteurs, on a l'impression que ces mots-là nous appartiennent. Et c'est le cas aussi. Je ne sais plus qui disait on emprunte un livre et quand on le rend, eh bien, il y a quelque chose en moins, quelque chose qu'on s'est approprié. Alors donc, d'où vient cette fascination? Parce qu'on s'approche même de la fascination. Pour cet auteur, Marcellin Plenay. Voilà, le nom est lancé, le nom est jeté. Et j'avais lu Les Voyageurs du Temps, et j'avais lu son Rimbaud, jadis, il y a au moins une vingtaine d'années. Je le savais, un des fondateurs de la revue Telle Quelle, et je le savais également, un des rédacteurs, un des directeurs, si je puis dire, de la revue L'Infini, revue fondée, entre autres, par Philippe Solers. Je le savais également proche de Philippe Solers. Et parfois, j'avais l'impression qui s'est quand même atténuée. Je le pensais un peu englouti dans l'ombre de Philippe Solers. Et à force de le lire, à force d'y revenir, cette impression a disparu. Je pense qu'il y a une amitié réelle entre les deux auteurs, ce qui n'est pas si fréquent. Une longue cohabitation. Ils doivent se fréquenter depuis au moins 50 ans. Se fréquenter par l'esprit. Je ne suis pas sûr qu'ils se fréquentent concrètement. Je ne suis pas sûr qu'ils échangent des confidences sur la vie de l'un ou de l'autre. Et je pense que c'est une des conditions pour qu'une amitié dure longtemps, c'est d'être avare de confidences. Car peut-être les véritables amis, nous en avons quelques-uns, peuvent pressentir nos troubles, nos chagrins, nos désarrois, nos hésitations, nos ambiguïtés, nos zones de fragilité, et qu'il est au fond inutile de les évoquer. Alors j'ai l'impression que cette amitié-là est une amitié d'intellectuels, de poètes, de prosateurs, même si Marcellin Plenay nous démontre hors de tout doute qu'il n'y a pas de différence entre la prose et la poésie. Alors que cette amitié, oui, donc entre prosateurs, poètes, philosophes, chroniqueurs, critiques, eh bien,
peut se faire par l'esprit sans la fréquentation. Dans l'un de ses ouvrages, il dit, les deux nourrissent, Philippe Solers et Marcellin Plenay, nourrissent une grande fascination pour Venise. Mais les deux, je pense, ne se sont jamais croisés à Venise. Peut-être même ont-ils évité de se voir. Et je pense que c'est à ce prix qu'une amitié peut perdurer. Et j'aurais même envie de dire que parfois, l'intimité forcée peut gâcher les plus belles relations. Et pour les gens extrêmement perspicaces ou dotés d'une sensibilité hors du commun, les mots sont parfois inutiles. Alors donc, mais j'avais tort en vous disant, j'avais tort en pensant que Marcellin Plenay, au fond, était d'une certaine manière inféodé à cet immense écrivain qu'est Philippe Solers, qu'on se plaît à décrier, qu'on se plaît à snobber même, ou à juger le personnage par trop infatué par lui-même. Mais encore là, j'apprécie davantage des individus, quels qu'ils soient, peu importe la nature de leur travail, qui ont une connaissance précise de leurs valeurs. Ceux qui se surestiment nous emmerdent, ceux qui se sous-estiment nous ennuient. Et quant à ceux qui ont pris l'exacte mesure de leur force, de leurs possibilités, eh bien ceux-là, on peut être de plein pied avec eux. Il ne nous viendrait pas à l'idée de les critiquer à cause de la bonne opinion et la juste opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Marcellin Plenay est né en 1933. Il a écrit et publié une soixantaine de livres. Certains de ses carnets, de ses journaux intimes, ont été déposés à la Bibliothèque nationale. Et sont, semble-t-il, consultables. Il nous a montré, Marcellin Plenay, l'ai-je évoqué en début de vidéo, qu'il n'y avait pas de... En fait, il a su abolir la frontière entre la poésie et la prose. Son travail est également celui d'un philosophe. On pense ici au berceau de la philosophie qui est en Grèce. On pense à Parménide et également on pense à Heidegger. Malgré tout, l'incontournable Heidegger, dont la question principale tourne autour du langage. L'être humain est fondé, l'espèce elle est fondée par le langage. Et les livres que j'ai lus, il y en a un que j'ai terminé, à peine, que je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer la petite pile d'ouvrages, une partie, parce qu'il y en a quelques-uns de ces ouvrages qui sont disséminés ici et là dans mes 3 bibliothèques chaotiques, qui sont comparables au bouillon, allons-y avec une métaphore assez audacieuse, qui sont comparables non pas au bouillon, mais à la soupe originelle lors de la création de l'univers. Alors ce sont des agrégats dans un désordre assez indescriptible. Je ne sais si un jour je réussirai à mettre de l'ordre dans ce désordre savant, mais je doute fort qu'un jour j'y parvienne. Mais j'ai toujours eu ce fantasme de l'ordre. Mais ce fantasme de l'ordre est aboli, dirais-je, par cet autre fantasme plus puissant, celui de la prodigalité, celui de l'excès, celui de l'outrance. Et mes bibliothèques, devrais-je dire, elles sont outrancières, elles sont débordantes, elles sont obscènes. Les livres les plus rares côtoient, j'allais dire les livres les moins rares, mais les livres disponibles, disons. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des ouvrages. Et oui, et je vais vous montrer même, je vais m'arrêter sur 2 ce soir, et peut-être sur un
quitte à reprendre la discussion, le monologue, mais la discussion va se poursuivre avec vous, parce que vous allez réfléchir, certains d'entre vous, vous allez réfléchir à peut-être aller voir du côté de Marcellin Plenay, aller vérifier que mes assertions sont fondées, ou peut-être simplement vous allez juger que... Mais il y a 2 ou 3 phrases que j'ai relevées d'une entrevue qu'il a accordée à l'ancienne critique du journal Le Monde, Josiane Savignon. Peut-être peut-être que je prononce mal son nom. Alors donc, c'est document sur... Tenez, je vais commencer par celui-là. Je vais prendre le premier qui me vient. Document sur Philippe Solers, document sur Magritte, document sur Joyce et document de Marcellin Plenay sur Paul Cézanne. Mais dans ce numéro, on y retrouve entre autres Ezra Pound, Michel-Ange, Barnett Newman, peintre américain, et Joyce et son Finnegan Wake. Et l'exemplaire a appartenu à ce peintre, professeur et critique et lauréat du prix Paul-Émile Bordua, Marcel Saint-Pierre. Marcel Saint-Pierre avait l'habitude d'annoter furieusement ses exemplaires avec des crayons, avec des bics. Celui-ci n'est pas annoté. Tendance de l'art en France 1968-1978. Les partis pris de Marcellin Plenay. Parce que Marcellin Plenay a été un de ceux qui a le plus écrit, évidemment, vous l'avez entendu, il a écrit sur Cézanne, mais il a également écrit sur les peintres de l'abstraction lyrique, et il a écrit sur Rothko, il a écrit sur Barnett Newman, il a écrit sur tous ces peintres américains très importants. Mais il a écrit également sur les peintres français, car, contrairement à beaucoup, il juge que la peinture française des années 60 et des années 70 a été assez prodigue. Alors, entre autres, ici, on y retrouve des peintres tels que Sam Francis, Simon Antaille, dont aujourd'hui le travail est largement reconnu, Pierre Soulages, qui est toujours vivant, qui a 101 ans, je pense. Alors, vous voyez, la plupart des peintres ici, alors je vous le montre, est-ce qu'il a été annoté? Ça vient toujours de la bibliothèque de... Ah oui, ben il y a Johnny Mitchell, qui a été la compagne de Riopelle, comme vous le savez. Olivier Debré, James Bishop, Martin Barré. Alors c'est très intéressant. Dubuffet, évidemment. L'incontournable Dubuffet. Alors, tendance de l'art en France, 1968, 1978 et 19. Cette autre revue, Gramma, que je vous montre, qui provient toujours de la bibliothèque de Marcel Saint-Pierre, et il est autographié par, je pense, oui, il est autographié amicalement à Paul Hunter, Daniel Dezeus. Et Marcellin Plenay a écrit un texte dans cette revue, de même que Christian Prigent. Celui-ci, alors, toujours de Marcellin Plenay, va sans dire, c'est des poésies. Ce sont des poésies, et il est autographié.
il est autographié un certain Paul Francoeur, ses paysages d'hier et d'aujourd'hui, en hommage Marcellin Plénet. Et c'est un exemplaire de bibliothèque élagué. Il fait sombre quand les étages tombent, avec la pluie, l'ombre enlaidie. D'un saut de soleil sur l'étoile morte, le temps alors, quel temps à la lumière. Un regard, les névroses ne nouent pas l'existence. Près de la chaise, avec autant dans les pages du dictionnaire, aussi le crépuscule, la route à travers la route, comme une statue d'herbe se retirant dans la peur. Le propre du temps, ça va être avec lui, je vais conclure la vidéo. Oui. Le pontos, l'enseignement de la peinture, ceci, c'est encore un exemplaire ayant appartenu à Marcel Saint-Pierre qui est furieusement noté, vous disais-je. C'est très, très intéressant. Mondrian, 25 ans après. C'est quand même assez étonnant. Tenez, je vous montre comment... vous voyez? En fait, rendu à ce niveau d'annotation, on pourrait simplement laisser faire l'inverse. Les 2 pages au complet sont annotées. Alors, visiblement, il approuvait, et ça continue comme ça, il approuvait, va sans dire, il approuvait, va sans dire, le travail de Marcellin Plénet. Ah oui. Et ben voilà, la chronique vénitienne, voilà. Et ou encore Philippe Soler, ça a été évoqué. J'ai terminé la lecture de j'ai terminé la lecture de ce livre il y a 2 jours, Nouvelle liberté de penser, et qui est un titre absolument extraordinaire. Et c'est quoi, Nouvelle liberté de penser? C'est un journal sans date, mais c'est l'année 2001. Et évidemment, qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette fatidique année 2001? C'est évidemment l'attaque sur les 2 tours du World Trade Center, mais aussi la manière d'écrire de Marcellin Plénet, elle est assez particulière parce que il peut, comme par exemple, il nous offre un long chapitre, mais en fait, c'est même pas des chapitres parce que c'est un journal où les dates apparaissent de manière tout à fait aléatoire. Et tout à coup, il n'y a plus de date. Et tout à coup, les dates réapparaissent. Mais on peut... Et quand les dates surgissent, c'est qu'au fond, c'est un moment existentiel dans la pensée de Plénet. Et après, la lecture se poursuit, et là, il peut enchaîner sur des développements, sur le travail, par exemple, de William Burroughs, ou de Cézanne, ou de Paulhan, ou de Breton. Et tout ça, et puis les voyageurs, oui, non pas ça, pas les voyageurs du temps, c'était les voyageurs de l'an 2000, je dis au début là, de la vidéo. Alors, c'est comique qu'il orthographie mal le nom de Bec BD. C'est pas grave, peut-être en 2001. Ouais, déjà dans Bec BD en 2001 était quelqu'un d'assez important, disons. Alors j'ai pris un vif plaisir à lire ce livre.
Mais comme je vous le disais d'entrée, c'est un ouvrage c'est un ouvrage très littéraire. Et ce qui faisait dire, alors voilà, dans l'entrevue qu'il a donnée à cette critique du journal Le Monde, il dit quelque chose, moi, qui m'a vraiment interpellé. Et peut-être que la vidéo de ce soir va s'arrêter sur cette réflexion, en fait, deux axes de réflexion. Il dit, on est cultivé. Alors, voyez, je vous balance ça. On est cultivé. Et j'aurais envie de dire, il a raison. Et il ajoute, l'éducation ne sert à rien. N'a-t-on pas remarqué que les gens qui font le plus de discours sur l'éducation, et souvent ils jugent que le problème de l'humanité en est un d'éducation. C'est sûr, Henri Laborit, il disait, lui, le biologiste Henri Laborit, il disait qu'il fallait apprendre le fonctionnement du cerveau aux enfants, les trois cerveaux, plutôt que de leur apprendre la mythologie ou les religions, par exemple. N'a-t-on pas remarqué, vous disais-je, que ceux qui font l'apologie de l'éducation, qui jugent que les masses doivent être éduquées, ce sont généralement des individus peu cultivés, contrairement à leurs prétentions. Ils sont à peu près convaincus de l'être, mais ils ne le sont pas. Car la culture, c'est une recherche d'oxygène. On a besoin de livres, on a besoin de musique, on a besoin, non pas de voir les tableaux. Marcelin Plenet dit que ce sont les tableaux qui nous voient. Et il nous dit que si on a à avoir un échange de regards entre un tableau, il ne faut pas perdre de vue que le tableau nous regarde également. Alors on aura constaté, en tout cas dans notre recherche de culture, hein, eh bien, que beaucoup de gens ne possèdent pas d'œuvres dans leur maison. Beaucoup de gens, se disant cultivés, ne ressentent pas le besoin d'être vus par leur tableau ou d'avoir un échange dialectique avec le tableau, de dialoguer avec le tableau. Le tableau parle également. Il nous voit, il nous parle, il nous jauge, il nous accompagne. Ils sont des témoins vivants de notre existence. Et quand plusieurs jugent que tous les problèmes de l'humanité peuvent se résoudre par l'éducation, c'est qu'ils n'ont peut-être simplement pas compris qu'un individu qui est dans une quête de culture n'a pas de temps à perdre à faire l'éducation de qui que ce soit. Ah, vous me direz, moi, c'est pas, je ne propose pas un savoir, vous l'avez bien compris. Je propose une manière d'être. Je propose une façon que le petit nombre de gens qui écoutent mes vidéos soient confortés dans leur quête solitaire. Quête solitaire de sens, quête solitaire de beauté. Qu'au fond, ils ont raison de se soustraire à ce qui porte la multitude. Ils ont raison de conserver par devers soi le secret de leur existence. De préserver cette part inatteignable de liberté. Parce que le véritable enjeu, c'est d'être indépendant. Indépendant d'esprit, indépendant de manière, indépendant de ce qui alimente les discussions du plus grand nombre. De poursuivre cette quête solitaire, presque asociale,
même si la majorité des gens cultivés ont envie d'échanger. Mais il n'y a qu'avec des gens cultivés, et puis même qu'on pourrait échanger, mais même entre gens cultivés, c'est comme entre amis qui ont cette capacité de préserver le mystère de l'autre. Parfois, même les mots sont inutiles. Alors oui, alors tous ces discours sur l'éducation, sur la nécessité d'éduquer les autres, que ce soit les petits-enfants ou les adolescents, qui de toute façon, c'est leur propre corps qui les éduque. Un adolescent, c'est sa biologie qui l'enseigne. Et c'est une biologie tumultueuse, c'est une biologie jaillissante, c'est une biologie intrépide qui le pousse à aller très loin dans l'expérience des limites. Alors c'est son corps qui est son maître, un maître intraitable, un maître irascible. Et les adolescents affûtés ont cette capacité de déceler sous les discours des adultes qui veulent les éduquer toutes les faussetés de leur vie. Alors, si l'éducation ne sert à rien, ou si elle sert seulement à formater des individus dociles, leur apprendre à avaler les mots d'ordre, à apprendre à aller avec le courant, ceux qui naissent cultivés vont aller chercher presque de manière surnaturelle les nourritures dont ils auront besoin pour s'épanouir en dehors, en marge du monde. De l'avoir entendu ça m'a frappé. Ça m'a frappé et ça m'a offert une clé supplémentaire à son travail. Je vous disais que oui, il est près de ces philosophes grecs de l'Antiquité. Il est près également de Heidegger, qui a lui-même remonté le temps pour revenir à la source. Alors il y a quelque chose de l'ordre du saisissement dans la pensée et dans l'écriture de Marcellin Plénet. J'ai écrit une note ici, il disait, je me cite, « Il faudrait tout regarder comme si les choses se dévoilaient pour la première fois. » Il faudrait avoir ce regard neuf en permanence sur les choses qui sont autour de nous et sur les êtres. Moi, personnellement, je ne me suis jamais remis d'exister. Et je ne me suis jamais remis non plus de l'existence de tous ces autres. Il y a des autres qui mènent une sorte d'existence que je comprends, mais que je ne partage pas. Par contre, avec les gens qui sont nés, cultivés, à la limite, on n'a même pas besoin d'échanger. On aurait simplement à dire certains noms, Cézanne, Mozart, Rimbaud, Lautréamont, Rothko, Mishima. Tout est dit. Seulement que des noms lancés à la volée. On a compris. Des laissés-passer. Le propre du temps. Bon, je l'ai lu 3 fois. Bon, c'est pas un grand exploit, parce que le livre est mince, il est aéré, mais cette aération a une densité. Voilà. L'air peut être dense. L'air peut être chargé de sens. Je vais vous lire 1 ou 2 passages. Ce livre est le livre de la méthode qui existe par la seule nécessité de sa nature et qui est déterminée
par soi, seul à agir. Ce livre est le livre de la méthode et du piège qui bâille et ne veut rien, qui veut rien précisément. Piège de la poésie. En dépit de leur mutisme, ils croient l'avoir devant eux. Piège du monde qui ne s'occupe que de poésie, quoi qu'il en dise. Ils ne s'occupent que d'être occupés, comme un pays vaincu par une idée fausse qui serait devenue vraie, ou par une idée vraie qui serait devenue fausse. La poésie. Au piège, j'entends que la poésie piège les prétendants. Histoire du piège. L'histoire. Toujours recommencer. L'éternel retour du piège fait histoire. La méthode ne réside qu'en elle-même parce qu'elle est conçue par elle-même. Alors, voyez, vous avez sans doute reconnu Nietzsche. Je regrette de vous l'avoir mentionné. Vous l'aviez reconnu. Alors, c'est comme ça tout le long. C'est un récit émaillé de références implicites et explicites qui visent à augmenter cette puissance d'être. Et c'est le propre du temps, qui, toujours selon Plénet, n'existe pas. Il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a qu'un présent qui s'offre à nous ou qui se dérobe. Et qui se dérobe ou qui s'offre à nous en même temps. Il n'y a qu'un présent que l'on refuse de retenir, que l'on laisse aller, que l'on laisse partir, qui à son tour va créer de nouveaux présents. Alors nous sommes dans un présent qui n'en finit pas. Nous sommes dans un présent qui est peut-être comme une sorte d'été éternel, aurais-je envie de dire. Alors oui, je les médite, ces textes de Plénet qui sont à la fois des aphorismes, qui sont à la fois des moments de pure poésie, qui sont également des épiphanies, s'articulant les unes aux autres comme une sorte d'hallucination sidérante. Le propre du temps. Je vous remercie d'être avec moi. Peut-être vais-je revenir dans les prochains jours, peut-être même demain, si, je ne sais pas si je vous offre un dernier aperçu de... Parce que c'est absolument invraisemblable ce qui se passe dans les derniers jours. On me propose des quantités monstrueuses de livres. Tenez, je vais conclure là-dessus. Ou peut-être ça va être l'objet d'une autre vidéo. Il m'arrive depuis déjà quelque temps depuis un phénomène en tout cas qui est observable depuis quelques années, 3 ans avant la pandémie. Je rachète des bibliothèques que j'ai aidé à constituer. Quand j'ai commencé dans le métier il y a 30 ans, j'étais un jeune homme et j'avais des clients qui étaient parfois, toujours en fait, plus âgés que moi et parfois beaucoup plus âgés que moi. Et ces derniers, par la force des choses, en arrivent à disperser leur bibliothèque. Ils le font de leur vivant.
c'est arrivé cependant que ce sont les héritiers qui se chargent de disperser cette bibliothèque. Et je suis mandaté pour le faire. Et quand je dépouille et recense ces bibliothèques, je retrouve sur la page de garde ma griffe chiffrée. Je retrouve le prix que j'y ai indiqué. Et comme ma graphie a évolué dans les dernières décennies, évidemment, je me reconnais. Je me reconnais autre, je ne me reconnais pas tout à fait moi-même, car le temps m'a transformé également. Et ma graphie est le témoin de cette transformation. Alors, c'est à la fois un sentiment de mélancolie, un sentiment de boucle qui se referme sur elle-même, un sentiment, j'espère en tout cas que ce n'est pas le cas, d'achèvement. Je préfère penser que je suis encore dans l'inachèvement. Et aujourd'hui, ça a été le cas. Un client qui fréquentait ma librairie à Côte-des-Neiges a demandé à son jeune fils de venir me porter des cartons de livres. Et beaucoup de ces livres proviennent de ma librairie et proviennent de cette longue fréquentation que nous avons eue, euh, ce prof d'université et moi, et qui était né cultivé, évidemment, va sans dire. Et après, les lectures viennent juste prouver, valider et confirmer ce- ce- cette culture innée. En fait, les livres lus ne sont que des preuves supplémentaires apportées à la culture naissante, de naissance. En fait, ce serait que ça que les livres, au fond. Il y en a qui se distraient, et puis il y en a d'autres qui y trouvent confirmation. Alors, ça serait la différence. Hein? Et, et nous n'avions pratiquement pas besoin de parler, nous nous comprenions à demi-mot. C'est peut-être ça aussi, les conversations entre personnes cultivées. 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases, un auteur cité, une phrase citée, et le tour est joué, on se reconnaît mutuellement. Et pas besoin d'escalade, pas besoin d'étalage. C'est pas, on n'a pas besoin de faire ça. On ne trompe personne de toute façon, nous sommes nés cultivés. Et donc, vous disais-je, et je conclus, la librairie est dans un désordre indescriptible. En fait, il y a tellement de livres qu'on ne les voit plus. Je vous sais très curieux. Est-ce que je vous offre un léger aperçu de ce vaste bordel qui est devenu un vaste bordel de papier, qu'est pour l'instant la librairie? Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Mais sachez simplement que dès demain matin, tôt demain matin, je vais tenter de donner forme et ordre à ce limon originel.
Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain.